Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée digitale de Grand Contrôle et Acast. Merci de nous rejoindre dans cet événement. Je suis Laura Eisenstein du studio Grand Control et j'ai le plaisir d'animer cette soirée. Durant cette heure et demie, on va écouter des personnalités qui partagent des initiatives positives, qui s'engagent, qui nous donnent des pistes pour parler des écologies autrement. Au programme donc ce soir, une conférence intitulée Prendre position quand on est un média. Cédric Bégoc, directeur des contenus d'Acast, recevra les podcasts L'envers du décor et So Sweet Planet. Ensuite, nous recevrons pour un talk inédit Ronan Baucher du média So Good et Mathilde Giraud, directrice éditoriale de Grande Contrôle. Ils nous expliqueront tous les deux comment récolter et partager des initiatives positives. Enfin, Esther Meunier réalisera une masterclass sur les voix qui façonnent le monde de demain. Il y aura bien évidemment, comme à chaque fois, c'est la tradition, un temps de questions-réponses où vous pourrez les poser donc soit via le webinaire Zoom ou bien par le Facebook Live. Je me chargerai de les transmettre à chaque fin d'intervention et les invités pourront vous répondre en direct. On va maintenant pouvoir commencer cette soirée ensemble. J'espère que vous êtes bien installés et malheureusement confinés et je laisse la parole à Cédric. Quel talent, Laura. Merci pour cette belle introduction. Effectivement, je suis ravi de commencer à animer un plateau aussi joli ce soir. Alors, je vais demander à nos invités de cette première prise de parole autour de la thématique de prendre position lorsqu'on a un média. Donc, je vais demander à Anne Greff et à Mathieu Balu d'activer leur son et caméra pour me rejoindre sur scène, entre guillemets. Bonjour Anne. Bonjour Cédric. Salut Mathieu. Alors, je vais vous présenter et vous poser en fait quelques questions. On a une demi-heure effectivement pour évoquer un petit peu la question de l'écologie dans les médias et surtout la question effectivement de l'opinion et de la position. Donc Mathieu Balu, alors j'ai pris mes petites notes ici. Mathieu Balu, tu es donc journaliste sciences au Huffington Post et co-animateur d'un excellent podcast écologie qui s'appelle L'envers du décor avec un T à la fin de l'envers, qui est le podcast écologie du Huffington Post que tu co-animes avec Grégory Rosière. Et Anne Greff, toi tu es journaliste et réalisatrice vidéo et audio de métier, et tu as lancé So Sweet Planet en 2013 sous la forme d'un site internet, si je ne me trompe pas, pour discuter écologie et culture écologique. Et donc So Sweet Planet est devenu un podcast en 2018 pour continuer de sensibiliser cette fois-ci à travers le format audio. Alors, j'ai une première question en plus que je vais vous poser parce que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, vous représentez deux typologies de podcasteurs qui sont assez différentes. Et en fait, l'idée, c'est, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de savoir comment chacun, au moment où vous avez lancé vos podcasts, vous avez un petit peu imaginé et conceptualisé la façon dont vous alliez aborder le sujet de l'écologie, en podcast, à la fois d'un côté plus indépendant, et effectivement pour toi Mathieu, dans le cadre d'une rédac comme le Huffington Post. Quelqu'un a envie de commencer parmi vous deux ou on donne la parole de façon aléatoire? Anne, je te laisse prendre la parole en premier alors. Bon, d'accord. Oui, écoute, moi je suis partie sur So Sweet Planet effectivement en 2013 et à l'époque le sujet environnement était déjà très présent pour moi dans ma vie, dans mes recherches, dans mes observations et je l'ai lié en fait aux droits humains et à la culture pour dès le début avoir une approche large et une approche qui soit peut-être un peu plus attirante, qui puisse attirer le plus grand nombre et pas simplement les gens qui s'intéressaient aux questions d'environnement, puisqu'il me semblait que justement, ce qui était important, c'est de réussir à sensibiliser plus de gens. Donc, pas parler à ceux qui étaient déjà acquis à la cause, mais plutôt en prenant plein d'angles différents et en interviewant des gens d'horizons très variés, aussi bien dans le domaine culturel que des ONG, que des écrivains, de réussir à parler de ces questions-là d'une façon large et en montrant que tout est lié aussi. Tomber les barrières, ouvrir un petit peu aux différents secteurs.
Et côté Huffington Post, j'ai l'impression qu'il y a une approche un peu plus aussi fact-checking et des démystifications de l'écologie. Oui, alors je vais quand même reprendre une partie de l'argumentaire d'Anne qui était d'ouvrir au maximum la question environnementale, disons, avoir un maximum de public. Mais c'est vrai que chez nous, et c'est venu d'une réflexion à partir d'une addition d'articles ou de vidéos qu'on a pu faire en se disant c'est marrant et ça s'inscrit aussi souvent dans le ton du HuffPost qui aime bien prendre un angle un peu spécifique sur un sujet plutôt que l'angle de tout le monde pour un peu montrer une autre lumière sur quelque chose, sur un sujet. On s'est aperçu que dans l'écologie, ça marchait aussi, sur les questions environnementales, ça marchait aussi et qu'en plus, ça intéressait les gens de voir leurs habitudes un peu chamboulées par la réponse à une question. Et donc, c'est vrai qu'on s'était dit, bah, ça pourrait être une façon originale d'intéresser les gens et d'intéresser effectivement un public qui n'est pas forcément hyper versé dans ces questions-là, de lui dire, bah, vous savez, vous pensez peut-être que, par exemple, le manger local, c'est une solution à la pollution liée à l'alimentation, bah, pas vraiment, voire pas du tout en fait, si on regarde les choses sous un certain angle. Donc voilà, ça peut créer de la curiosité de prendre ça un peu à l'envers quoi, du décor. Voilà. Très bon. C'est vrai qu'en plus, des fois, vous revenez un petit peu sur les épisodes d'avant pour reprendre des arguments dits auparavant et les reprendre sous un autre angle. Toujours très intéressant. Je vais vous poser un peu une question un peu chacun, parce que les deux formats sont assez différents. Anne, toi, tu travailles sur des entretiens qui sont assez longs, donc on est sur un podcast vraiment très conversationnel, parfois des entretiens qui sont même découpés en plusieurs parties, comme récemment la maison des lanceurs d'alerte. Comment est-ce qu'on fait dans un format comme ça pour en fait influencer l'opinion et faire passer un petit peu aussi, j'imagine, quelque part tes idées ou tes opinions aussi dans ce type de format? Alors, j'aime bien la façon dont tu poses la question parce que ça va me permettre justement de répondre que moi, de là où je parle, mon idée, je ne me dis pas je vais influencer l'opinion. À aucun moment je me suis dit ça au début. Pour moi, et même maintenant, même si évidemment en fond, il y a une envie d'amener les gens à je dirais pas je pense que le meilleur exemple, c'est quand, par exemple, les 150 personnes qui ont participé pour la Convention citoyenne pour le climat. On sait tous maintenant qu'au début, la plupart de ces gens-là n'étaient pas du tout sensibilisés et se sentaient même pas très concernés, et même certains étaient vraiment climato-sceptiques. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'en leur amenant de l'information, qui n'est pas de l'information de gens activistes, ou c'est juste l'information de là où on en est sur la planète. Ces gens-là ont développé, pour certains, une forme d'activisme et pour d'autres, une conscience beaucoup plus évoluée, avancée que celle qu'ils avaient au départ. Donc, je pense que la question de l'information, de donner à connaître des choses, c'est pour ça que j'essaie dans les personnes que je choisis, donc là, évidemment, c'est sûr que ma façon de transmettre une certaine opinion, si on peut dire, c'est par les gens que je choisis, mais pour moi, c'est pas tant une opinion que vraiment une information. C'est-à-dire que quand j'interviewe, par exemple, François Gemène, qui est un expert du GIEC, qui a écrit l'Atlas de l'Anthropocène, qui est un bouquin vraiment que je recommande à tout le monde de lire, parce qu'il y a toutes les données de là où on en est sur la planète, avec des graphiques, avec des chiffres et tout. Quand on lit ça, quand on voit où on en est, moi j'ai envie de transmettre ça pour que toutes les personnes qui sont autour de moi, par exemple, et qui n'ont pas forcément envie de se plonger ou qui n'ont pas forcément le temps de se plonger dans des choses comme ça, j'ai envie de leur amener cette information. Évidemment, c'est condensé. Évidemment, c'est mieux s'ils lisent le livre. Mais il faut savoir que, évidemment, moi, j'ai toujours en tête qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la disponibilité d'esprit parce qu'ils élèvent des enfants tout seuls, ils s'occupent de parents malades, ils travaillent, ils ont les transports, ils ont plein de soucis. Et que se plonger dans un livre comme ça, c'est quelquefois fastidieux, voire rébarbatif pour certains.
Donc, je trouve que le podcast, c'est vraiment un bon format parce que ça permet de rentrer quand même dans l'oreille, dans la vie et dans la tête des gens en amenant une information et en essayant en 50 minutes, 1 heure, quelquefois plus, de rendre ça accessible en fait. De rendre ça accessible et vivant et de donner envie peut-être d'en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, mon propos, je ne me dis pas je vais influencer les personnes. J'ai plutôt envie par rapport à tout ce que moi je lis, je découvre par des documentaires, des livres d'information, de donner, voilà, de donner ça et plus qu'influencer l'opinion, j'ai envie de mettre les gens en mouvement, en fait. J'ai envie que les gens se disent, oui, c'est possible de faire bouger les choses, on n'est pas condamné, on ne doit pas se résigner, et on peut contribuer à un monde meilleur. On peut rêver. Essayer de les amener à entendre des choses, à leur donner un petit peu des exemples, finalement, quelque part. Oui, voilà. Des exemples, et puis de donner tendre le micro à des gens sérieux, surtout, dans leur approche, même si certains sont très engagés. Mais je fais vraiment un gros travail en amont pour que les personnes qui parlent, voilà, que ce soit des gens qui se basent sur des choses sérieuses, sur des études sérieuses. Alors, quelquefois, ils peuvent être effectivement très engagés, mais ce qui donne à entendre, jusqu'à maintenant, personne n'est venu me dire ils racontent n'importe quoi, c'est faux. Ce sont des gens qui sont déjà reconnus, qui sont des experts souvent dans leur domaine. Et quelquefois, si on est sur le domaine culturel, et où on peut avoir des personnes où là la discussion va être plus légère ou plus mais c'est une autre façon de sensibiliser, comme là quand j'ai eu Pomme en interview, elle est très sensible à tout ça et je lui demande pas de me répondre en tant qu'experte, je lui demande plutôt d'emmener les autres à comprendre qu'est-ce qui l'a fait elle à un moment se réveiller sur ces questions-là qui nous concernent tous en fait. Tout à fait. C'est vrai que côté expert, pour rebondir effectivement vers Mathieu, vous, la rédac du Huffington Post est justement assez connue pour ses experts et son expertise sur la partie écologique. Donc, dans la création de l'envers du décor, qui est un format plus court, qui est de 15-20 minutes, avec pas mal de discours écrits, de petites blagues, d'effets comiques, il y a une approche un peu plus construite qui est mise en place. Comment vous avez abordé, vous aussi, comment vous faites passer finalement vos opinions et est-ce qu'on prend position avec un format comme ça? Ça c'est vraiment là, une question hyper centrale de comment est-ce qu'on prend position. En fait, nous, on a un peu une assise qui est qu'on est le service science du HuffPost au départ. Donc, du coup, ce qu'on va mettre en avant avant tout, ça va être des faits scientifiques et non pas dans un objectif de fournir notre opinion, parce que c'est pas vraiment l'idée. Et en fait, l'objectif aussi de ce fonctionnement en dialogue, c'est de montrer que la situation n'est pas si simple. Et donc, du coup, on va pas arriver en disant, bah, on a une opinion, la voilà, et on va vous l'expliquer. On arrive en vous disant, bah, en fait, voilà les faits, et on va plutôt essayer d'aider les gens à mettre les choses dans l'ordre, quoi. Essayer les gens à mettre une logique dans des choses qui leur paraissent pas forcément logiques, et à peut-être leur apporter des faits ou des sources ou des idées supplémentaires que eux n'ont pas forcément vu passer, qui va les aider à mettre du sens dans ce qu'ils ont devant les yeux. On n'essaye pas vraiment de les convaincre de quoi que ce soit. Après, il y a un, comment dire, il y a un fond quand même à tout ça. Nous, on est à peu près sûr dans les gens qui nous écoutent, et c'est à peu près vrai je pense, une énorme partie de la population. Les gens sont assez conscients du fait que l'environnement, globalement, ne va pas très bien. Voilà, on peut dire que la planète n'est pas dans une forme olympique. Donc, on part de cette assise-là, et ensuite on dit, OK, maintenant qu'on a dit ça, on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses. Et donc, ça va être, on vous donne soit des arguments. Alors, effectivement, là, c'est assez large l'éventail parce qu'on parle à des gens. Voilà, on parle très largement aux gens. Donc, ça va être aussi bien parler les bons arguments pour parler à votre tonton climato-sceptique à Noël. Ou, effectivement, est-ce que manger local, c'est écolo? Est-ce qu'on peut se développer autrement que par de la croissance?
voilà, des sujets très larges, mais ce qui va les rejoindre, c'est effectivement le côté assise scientifique à chaque fois. Et c'est vrai que on fait des blagues, on se veut très léger, mais ça, c'était vraiment dès le départ de la discussion. On s'est dit, il faut qu'on soit aussi léger, nous, que le sujet est lourd, quoi. Parce que le sujet, il est lourd tout le temps. Voilà. Et donc, si nous, on prend un ton désespéré pour vous parler des goélands en train de mourir, enfin, on va pas y arriver, quoi. C'est l'enfer. C'est vrai qu'il y a, il y a une vraie volonté de pas dédramatiser effectivement des sujets, mais de se dire, bon, moi, en tant qu'auditeur, en tout cas, je le ressens aussi dans l'envers du décor, de se dire, bon, ça, on a l'impression que c'est très compliqué et très dur. Ça l'est, mais on va essayer de dépioter le sujet et oui, voilà, de mettre les gens un peu à l'aise avec parfois leurs contradictions. Ouais. Et puis on va mettre aussi les gens à l'aise avec le fait que parfois les problèmes sont si complexes que il s'agit pas forcément d'en comprendre l'intégralité et il s'agit pas non plus de penser que et ça c'est vrai que c'est un truc qui chez nous est un peu un gimmick, mais que le petit geste qu'on fait chez soi, en fait, il va pas vraiment forcément avoir l'utilité qu'on pense qu'il a, quoi. Que c'est un truc systémique et que le petit geste, c'est hyper important, mais plus pour des raisons d'exemplarité que pour des vraies raisons de résolution de problèmes, parce que la raison de résolution des problèmes, en général, elle est beaucoup plus haut dans la pyramide. Voilà. Très bien, très clair. J'avais une question, mais qui du coup ressemble un petit peu à celle-ci. Je vais en passer à une autre. Est-ce qu'il y a des choses, parfois, que vous ne dites pas ou que vous coupez dans les enregistrements parce que, je ne sais pas, ça dessert le propos ou alors c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément en accord ou qui ne sont pas suffisamment soutenues? Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qui saute en fait finalement dans le montage final et un peu pourquoi? Elle est pour moi la question? Un peu pour vous deux. Et, Ok. si tu veux prendre la main, Mathieu, je t'en prie. Non, je voulais pas voler la parole à Anne, hein. Non, non, mais vas-y. Ok. Je vais parler après. Ok, bah écoute, non mais c'est marrant comme question. C'est sûr qu'on coupe des trucs. Alors la plupart des trucs qu'on coupe, c'est juste parce qu'on est mauvais et qu'on se dit c'est pas possible, on va couper ça. Après, ça arrive qu'on se lâche. En fait, c'est vrai que peut-être que dans nos arguments, dans nos sources, nous, on va avoir l'idée que, par exemple, derrière un texte de loi, tout n'est pas bien aussi franc que le texte peut paraître, quoi. Et donc, nous, on va avoir une blague qui va résumer, bah, en gros, ils veulent faire tel truc. Sauf que ça, en fait, c'est pas journalistique du tout. Et en vrai, ça va être basé sur une intuition, sur un ressenti. Ça, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on veut faire passer, en fait. C'est-à-dire que certes, on veut être léger, mais on veut pas être café du commerce. Donc, du coup, bah, on va couper le côté café du commerce, ou plutôt quand on le met, ça va être dans des parenthèses où là, c'est très clair qu'on déconne, quoi. Ouais. On n'est pas voilà, dans la démonstration. Et toi, Anne, de ton côté? Moi, c'est à peu près pareil. J'essaie de couper le moins possible dans le contenu, vraiment, dans les réponses. Voilà, parce qu'en fait, je travaille beaucoup en amont, donc j'ai des réponses, des questions qui sont très structurées, avec une interview qui est très structurée. Et la plupart du temps, on part évidemment un peu dans tous les sens au milieu de tout ça. Mais j'essaie, sur le contenu de ce qui est dit, de couper le moins possible parce que du coup, comme il y a une construction, il y a une chronologie en général dans l'évolution de l'interview. Par contre, je fais un boulot de montage dingue sur une heure d'interview. J'ai souvent 1 à 2 jours de montage, ce qui me paraît beaucoup, mais qui en fait est plus sur tous les tics de langage qu'on peut avoir. Moi, j'ai essayé d'interview en interview d'améliorer ça, mais j'en ai encore toujours. Et mes interviewés en ont beaucoup aussi. Et comme ils ne s'entendent pas en train de monter, ils ont moins l'occasion de se corriger que moi. Donc, en fait, il y a beaucoup comme ça, de tics de langage. Puis, il y a des moments, en fait, où on part dans des choses plus personnelles pour développer un propos, parce qu'on est en train de discuter. C'est aussi le truc du podcast, cette intimité qui se crée. Et donc, j'enlève beaucoup de mon contenu dans ces trucs-là parce que je ne trouve pas que ce soit très pertinent. Après, au final, ça n'apporte pas grand-chose. Ça apporte quelque chose au moment de l'interview pour mieux se connaître et voilà. Ça n'apporte pas forcément quelque chose à l'auditrice ou l'auditeur. Donc ça, en général, j'en retire pas mal de choses comme ça. Voilà. Il n'y a pas de...
j'ai pas de choses pour l'instant que j'ai retirées pour des raisons. Pas de censure idéologique. Non, non. Bah, en général, comme je tends le micro à des personnes dont je connais déjà pas mal ce qu'ils vont pouvoir dire, non, ça se présente pas. Alors, parlons aussi un petit peu des gens, finalement, qui vous écoutent. Parce qu'un podcast, c'est effectivement un contenu, c'est aussi un public. Et c'est un format qui a la chance de pouvoir un peu jouer, un petit peu travailler la proximité. Les publics, ils peuvent venir nous parler sur Twitter, sur Instagram ou dans les commentaires des différentes applis. Comment ça se passe un petit peu la relation avec la communauté quand on est justement un podcast écologie? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont peut-être parfois pas d'accord ou alors qui voudraient creuser les sujets ou qui vous encouragent. Comment est-ce que vous gérez différemment? Parce que, encore une fois, vous avez deux types de structures différentes, entre un média d'un côté et un média indépendant autour de ta personne, Anne. Comment ça se gère un peu cette relation à l'édito et au public dans l'écologie? Ben, la relation, je sais pas, j'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper, je dois dire. Donc déjà, ça limite un peu parce que voilà, comme vous le disiez dans une rencontre précédente comme on a ce soir que j'ai réécouté ce matin, là, effectivement, quand on est en podcast indépendant, il faut vraiment tout faire, c'est juste énorme. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, ce qui fait que je dois avouer que j'ai même coupé la boîte aux lettres de la page Facebook, qui est en fait, pour moi, je sais que beaucoup sont plus actifs sur Instagram. Moi, je vais essayer de développer le contenu sur Instagram là bientôt. Pour l'instant, je suis un peu au minimum vital sur Instagram. Et par contre, la page Facebook, elle existe depuis longtemps, depuis les débuts du site. Ouais. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Et je ne pouvais pas gérer parce que, comme tout le monde le sait, on reçoit tout et n'importe quoi dans ces boîtes aux lettres. Et j'avais juste pas le temps. Donc, j'ai dû couper ça. Par contre, je reçois même sur LinkedIn, là, j'arrive pas à suivre en ce moment dans les messages qui arrivent, j'arrive pas à les lire, à répondre tous. Mais en fait, j'ai pas eu jusqu'à maintenant comme tu disais, de choses assez précises, de gens qui sont pas d'accord c'est plutôt les messages que je reçois d'ailleurs, ils sont très souvent sur la même ligne et ça me fait super plaisir. C'est des personnes qui me disent, et alors tous âges confondus, c'est ça qui est drôle, ça va des ados aux seniors, qui me disent qu'ils n'allaient pas très bien. Alors bon, là, évidemment, depuis un an, avec tout ce qu'on traverse, et qu'en écoutant telle ou telle personne, ils ont eu envie de se remettre en mouvement, de se réintéresser à des choses, le mot qui revient souvent, c'est inspirant. Et en fait, on ne peut pas me faire plus plaisir que... Ouais. Ça me fait vraiment super plaisir quand j'ai ce genre de retour-là. Voilà. Des choses plus techniques, non, j'ai pas de personnes qui discutent vraiment sur tel ou tel point dans l'interview qui serait pas. Ça m'est arrivé sur Twitter, ça. Mais sur Twitter, bon, en général, je laisse passer parce qu'on connaît un peu l'histoire. Toi, Mathieu, qui est très actif sur Twitter avec ton compère Grégory, comment ça se passe justement un peu les retours communauté? Alors sur Twitter, les gens, bon, il y a plusieurs types de retours évidemment. Il y a les encouragements, bon, ça c'est ultra sympa. C'est plutôt Twitter d'ailleurs. Les encouragements, c'est ultra sympa, on adore, on remercie chaudement. Il y a les remarques sur la forme. On n'est certainement pas assez sûr de nous pour ne pas les prendre en compte. C'est-à-dire qu'il est évident que si quelqu'un nous parle de notre voix, on en a peu des remarques sur la forme, mais ça arrive et c'est hyper intéressant parce que je te dis, on n'est pas si sûr de nous qu'on va être. Non, on sait ce qu'on veut. Non, on écoute ça à fond et au contraire, on est en pleine encore construction aussi de notre audience. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Et après, c'est la majorité de nos communications quand même, c'est par mail. Et ça, j'allais dire qu'on répond vraiment de la même manière qu'on répond à un article sur un commentaire d'article sur le œuf. Et c'est un truc dont ça fait partie de l'ADN du HuffPost, quoi. On répond aux gens toujours avec précision et on peut leur écrire des tartines pour justifier un chiffre ou un argument. Pour montrer aussi que justement on a des vraies sources et qu'on s'appuie sur quelque chose et qu'on a fait un boulot derrière.
il faut vraiment un très très haut degré d'agressivité pour qu'on ne réponde pas. C'est-à-dire que même avec un ton énervé, quelqu'un qui nous conteste un truc, on va lui répondre tout à fait dans la volonté de dialoguer en balançant nos arguments et nos sources, surtout nos sources, c'est hyper important. Parfois, on a eu vraiment des discussions de mail après mail après mail. Pour le coup, c'est vachement bien. Moi, je suis toujours content quand on entame des discussions. La seule chose qui me frustre, c'est quand on répond à quelqu'un qui voilà, a pas aimé un argument, on lui répond en mettant nos sources, et derrière, il nous ferme la porte d'une manière plus ou moins énervée. Ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais c'est tout. En général, ça se passe pas comme ça. Et alors, je vais sortir un petit peu l'épouvantail de l'envers du décor. Ce fameux épisode sur le nucléaire qui doit arriver. Comment ça se passe justement là? Parce que la communauté, mine de rien, maintenant en joue. Ça devient un petit peu une blague sur les réseaux sociaux où ils vous parlent de cet épisode sur le nucléaire. Ça doit être intéressant aussi d'avoir cette relation avec une commune qui attend et qui demande des choses spécifiquement. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est très sympa. En fait, ça veut dire que les gens s'attendent à des trucs. Ça veut dire que les gens, voilà, ont un peu noté ce qui devenait un peu un gimmick, ils s'en sont aperçus. Donc, c'est sympa pour nous. Ça nous met encore un peu plus la pression. Mais avec un sujet comme le nucléaire, de toute façon, on s'attend pas avoir de réaction, en fait. Donc, en fait, là, c'était drôle. On s'est posé la question tout à l'heure de savoir, alors, à ton avis, qui est-ce qui va nous attaquer le plus? Ça va être plutôt ceux-là, de tel camp, ou plutôt ceux-là. On a un peu notre avis sur la question, mais ça, je vais le laisser en suspens. En tout cas, bon, ça, pour le coup, c'est pas très différent de quand j'écris un article ou quand on écrit un article, je sais pas, qui touche par exemple à l'agriculture, où on a un milliard de réactions à chaque fois et pas toujours calme. Donc, non, ça fait plaisir quand les gens anticipent un épisode, ça c'est super. Je vais finir avant qu'on puisse passer aux questions-réponses, sur une question un petit peu rhétorique, parce qu'on parle souvent de ce que l'écologie peut nous amener, mais dans ce nouveau format, le podcast, qu'est-ce que le podcast peut amener à l'écologie? Qui est-ce qui a envie de prendre cette pirouette pour C'est comme tu veux, Anne, je t'en prie. Bon, ok. Ce que le podcast peut apporter, je crois que c'est le temps. Le fait que justement, il y a du temps pour expliquer les choses. Moi, je sais que souvent, les personnes que j'interviewe, dans celles qui sont plus expertes, c'est quelque chose qui revient, mais vraiment quasiment à chaque fois, un remerciement, une gratitude pour le temps d'avoir donné le temps pour expliquer les choses, pas juste la surface de l'iceberg de façon très superficielle qui fait que finalement, voilà, si on ne comprend pas, on n'évolue pas non plus dans notre façon d'aborder tout ça. Donc, je pense que le temps et l'intimité qui fait j'ai l'impression qu'il y a une attention particulière vraiment sur le podcast, peut-être parce que beaucoup de gens les écoutent aussi avec des écouteurs. Voilà, des casques, et que du coup ça fait ça crée comme un cocon, quoi, qui fait que l'attention semble, en tout cas, des retours que j'ai, parce que moi j'ai quelques podcasts où comme c'est long, quand on part dans des choses un peu ardues, j'ai peur parfois que les gens décrochent et je suis assez étonnée sur les podcasts. Tu parlais des podcasts en 2 épisodes là, justement. Et quelquefois, je me suis dit, je regarde avec attention si le 2e épisode, il y a beaucoup de gens qui ont décroché, qui n'ont écouté que le premier. Et je suis toujours très étonnée de voir que sur ces podcasts-là, qui peuvent être un peu plus compliqués au niveau de l'attention que ça demande pour vraiment bien suivre, comprendre, c'est pas des trucs certains oui, d'autres on ne peut pas écouter en faisant à la fois sa cuisine et tout ça, enfin c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas moi je pourrais pas. Donc à partir de là, je me dis que pour le podcast, il y a quand même, les gens il y a une attention qui est vraiment de qualité, quoi. Et je pense que l'écologie, enfin toutes ces questions-là en ont besoin. Ah oui, l'écologie a besoin d'attention depuis un moment, ça c'est sûr. Voilà, on est d'accord. Et toi, Mathieu? Déjà, je trouve que c'est une super remarque de parler du temps. Alors nous, ça nous concerne encore un peu moins, je pense, parce que un format d'interview, c'est encore plus critique, je pense, d'avoir du temps. Et effectivement, ça c'est génial. Pour ça, les podcasts, c'est vraiment génial. Après, nous, une grande différence, c'est que,
enfin, ce qui est vraiment l'atout, c'est que, enfin, d'après moi, en tout cas, les podcasts, ça vous touche assez directement parce que la voix, c'est chaud. Donc, ça permet des changements de ton un peu plus familiers ou un peu plus chaleureux. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas mal. En tout cas, on s'est dit que c'était un format qui collait pas mal avec le journal en général parce que le HuffPost, on aime bien aussi avoir des tons de temps en temps un peu plus proches. Un peu plus, voilà, un peu plus proche des lecteurs, un peu moins froid que peuvent avoir d'autres journaux grand public. Et du coup, bah, le podcast, ça marche avec ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment parler de manière assez intime aux gens sans en faire des tonnes. On est dans leurs oreilles naturellement. Et donc, du coup, voilà, ça nous permet d'avoir un ton assez naturellement proche des gens et de ne pas devoir se mettre des bornes comme peut-être on peut le faire à l'écrit, par exemple. Oui, parce que c'est vrai que l'envers du décor aussi est très incarné. C'est Mathieu et Grégory, mais c'est presque les personnages de Mathieu et Grégory qui dialoguent dans l'envers du décor. Ouais, et en fait, ça vient du fait qu'on s'est dit que c'était un des trucs qu'on aimait bien dans les podcasts. C'est que, en fait, c'est assez personnalisé. Et moi, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour les YouTubers ou un peu une nouvelle manière de parler, très, très incarnée. Et c'est assez chouette. Et du coup, on s'est dit, bah, nous aussi, on aimerait bien se mettre un peu là-dedans. Après tout, on voudrait faire quelque chose qu'on aimerait nous écouter. Donc, ça va avec cette personnalisation. Eh ben, merci, merci à vous deux, Mathieu, Anne. Avec plaisir. Si, c'est vrai. Je vous en prie. C'est vrai que pour la petite information sur le temps, c'est vrai qu'en podcast, on voit aussi la durée moyenne d'écoute d'un podcast en France, c'est 26 minutes par épisode. Là où une page YouTube, une vidéo YouTube, c'est 2 minutes, et une page web, ça tend à être plutôt autour d'une dizaine, une quinzaine de secondes. Donc c'est vrai que cette question du temps et de l'attention est assez centrale. Voilà, pour donner un petit peu de sources, c'est important les sources. Et je vais convoquer Laura en l'appelant 3 fois. Laura, apparaît. Je m'étais enfoncée dans ce pouf en écoutant. Oui, bah, merci beaucoup Mathieu et Anne. J'invite le public, en tout cas, s'il a des questions, à venir les poser directement, pour pouvoir vous répondre en direct. Et puis moi, j'avoue, j'ai une petite question pour vous deux. Je me demandais comment est-ce que vous envisagez votre podcast dans 10 ans, à l'épreuve de ce qui nous attend. Enfin, c'est un futur très très proche. Comment est-ce que vous imaginez ce podcast? Euh, tu parles en termes de développement ou tu parles en termes du fait que la planète sera encore plus... Je parle plutôt en fait du temps que la planète, ça ne va pas aller beaucoup mieux, mais du coup, ça a une influence aussi, je pense, sur le développement du contenu. Ouais. C'est une question assez ouverte là-dessus parce que vous parlez d'aujourd'hui et de demain et le monde bouge très vite sur ces choses-là. Donc, comment est-ce qu'on imagine son podcast au vu de ce qui nous attend? Si je peux répondre en premier, Ouais. pour nous, on a tellement l'impression de courir après une infinité de sujets qui concernent l'environnement en général que dans 10 ans, on continuera à prendre un petit angle, à essayer de dire bah, en fait que ça fait partie d'un tout un peu plus grand. Après, j'espère, à mon avis, en tout cas, dans 10 ans, le discours qu'on a, qui est peut-être de dire ben voilà, il y a les petits gestes, c'est intéressant, il y a un système aussi qui est peut-être à changer. Peut-être que ce système lui-même aura commencé à voilà, montrer des signes de changement qui fera qu'on pourra parler un peu plus concrètement de ça. Voilà. Et peut-être un peu moins d'autres choses. Peut-être qu'on se centrera plus sur le côté système. Voilà. Super. Et toi, Anne, qu'est-ce que cette En fait, question t'évoque? oui, ben, ça m'évoque un petit gimmick, blague que j'ai presque à la fin de toutes les interviews, qui est de souhaiter, à la fin, quand je termine, et que je souhaite bonne continuation, d'une façon un peu mécanique, tu sais, bonne continuation quand on se dit au revoir. Et à chaque fois, on rigole sur le fait que bonne continuation, en fait, comme ils sont tous engagés pour essayer d'améliorer des choses, mais que généralement les sujets dont on vient de parler sont pas très, comment dire, drôles, quoi, sont pas très positifs, c'est plutôt des constats de ce qui va pas.
Donc, dire bonne continuation et souhaiter se revoir, ça peut vouloir dire que ça ne s'arrange pas et qu'ils continuent à avoir du travail, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on souhaite en fait. Donc, je ne sais pas, j'espère que tous les gens qui font ce qu'ils peuvent actuellement pour essayer d'éveiller, de sensibiliser, de faire que, comme Mathieu disait, au niveau systémique, parce que moi, c'est pas tant au niveau individuel que, bien sûr, au niveau individuel, il faut prendre conscience des choses, il faut essayer aussi d'adopter des comportements plus vertueux. Mais ça suffira pas, hein. On sait tous que ça suffira pas. Donc, par contre, si les gens sont de plus en plus conscients, bah, après, ils ont de plus en plus de pouvoir, que ce soit pour voter, que ce soit de la façon dont ils consomment, que ce soit... Donc, c'est là où le mouvement de fond peut aussi, voilà, comme vous le faites à Grande Contrôle aussi. Et, bon, chacun, j'espère que tous ces petits efforts de nous tous mis bout à bout vont faire que dans 10 ans, on aura d'autres sujets de podcast. Ce serait vraiment triste si on en était toujours à parler des mêmes choses. De toute façon, si ça ne change pas, on n'en sera plus à parler des mêmes choses parce que ça se sera aggravé. Donc là, il faut plutôt faire le pari que dans 10 ans, moi, j'aurais développé la partie culture, par exemple, sur SoSuite Planète, qui est présente et je ne parlerai plus que de ça. Parce que les autres problèmes seront réglés. On le souhaite de tout cœur. Oui, Je ne sais pas si le public sur Facebook Live ou bien sur Zoom a d'autres questions. Et après, on va justement passer, Anne te fait une jolie transition à récolter et partager les initiatives positives. Et Mathilde Giraud du Grand Contrôle sera présente, ainsi que Ronan Baucher du média So Good. Est-ce que vous souhaitez tous les deux dire quelque chose avant de terminer ce moment ensemble? C'était pas prévu. Non, merci d'avoir organisé ce rendez-vous. C'est hyper chouette. C'est vachement intéressant parce qu'il y a une floraison de podcasts presque quotidienne, pas presque, il y a une floraison de podcasts quotidienne et ça donne beaucoup à entendre et à tester. J'ai l'impression que les podcasts environnement, ils incarnent un peu cette floraison, ça part un peu dans plein de sens différents, dans plein de musiques différentes. Et c'est hyper intéressant. Voilà, c'est pas une conclusion hyper originale, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien de voir cette multiplicité et ça montre aussi que l'environnement, l'écologie, etc., c'est un sujet incroyablement vaste et divers à aborder, quoi. Et pas qui s'aborde d'une seule manière, comme on pourrait avoir tendance à le penser vu de très très loin. En fait, c'est pas vrai. On peut l'aborder de plein de façons. Ouais. Bien sûr, et on souhaite que ce foisonnement de contenu puisse continuer. Et toi, Anne, il y a quelque chose que tu voulais ajouter avant de terminer? Écoute, que j'étais ravie que vous me donniez l'occasion de partager ce moment avec vous. Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien citer d'Albert Einstein qui dit vivre, c'est comme conduire une bicyclette. Pour garder l'équilibre, vous devez rester en mouvement. Et voilà, moi j'aime bien cette idée de se mettre en mouvement, qu'on reste en mouvement malgré toutes les. J'appréciais cette phrase bien avant les problèmes qu'on vit depuis un an. Et j'essaie de la garder pour devise parce que quelquefois c'est difficile de rester en mouvement là avec tout ce qui se passe. Et voilà, c'est pour plein de gens, même au niveau moral, juste au niveau moral, quelquefois ça peut être très difficile. Donc j'essaie de donner cette envie-là sur SoSuite Planète et je suis ravie de voir qu'il y a plein d'autres podcasts qui se battent aussi pour ça. Alors restons en mouvement et restons ensemble durant cette soirée. Merci, merci Anne, merci Mathieu et merci à toi Cédric. Salut. On va enchaîner avec un talk inédit. Donc Anne, tu nous teasais le sujet juste avant. On reçoit Mathilde Giraud de Grande Contrôle et également Ronan Baucher du média So Good qui vont nous offrir une belle masterclass sur récolter et partager les initiatives positives. Je vous laisse la parole.
Ouais. Salut Laura, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, en effet, transition. Alors, j'adore la présentation de Laura sur notre talk inédit, notre rencontre inédite. On va essayer d'être à la hauteur de cette présentation. Moi, je suis ravie d'être là. Petit clin d'œil, vous avez vu, hein, parce que je me suis dit qu'en fait, quand on a rencontré les équipes de So Good, c'était à Grande Contrôle et c'était autour d'une bière, je pense, ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, cette image-là, c'était il y a 1 an, quasiment jour pour jour, où tout ça s'est un petit peu arrêté. Et on a hâte que ça redémarre. Ronan, merci d'être là, de nous faire l'honneur de cette discussion avec toi. Je vais peut-être te laisser, alors moi j'ai le rôle à la fois de discuter et de t'interviewer. J'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu So Good pour démarrer, qui est plus qu'un média. Et c'est ce qui d'ailleurs nous rapproche avec Grande Contrôle, puisque je crois qu'en fait, on a ce point commun d'être des objets multiformes, plus ou moins identifiés, quoi. Merci de m'avoir invité déjà. Moi, c'est l'honneur, c'est plutôt de mon côté d'être là. Alors, So Good, c'est né au départ d'une volonté commune, on va dire, de Ulule, qui est donc regrouper beaucoup de porteurs de projets pour du financement participatif. Et ils souhaitaient une façon différente de faire parler de ces projets-là. Et de leur côté, ils aimaient bien la façon dont Sopress développait des magazines. Et donc, il y a une personne du LUL qui est venue nous voir pour savoir si on serait intéressé de monter un magazine parlant de toutes ces initiatives positives et sur l'impact, avec notre ton à nous, qu'on résume souvent pour faire court à l'humain, à l'histoire et à l'humour. Et parfois, sur les problèmes de notre monde, l'humour, c'est un peu délicat à en mettre partout, donc on n'en met pas tout le temps partout, mais on essaye d'apporter un ton en tout cas. Et ça s'est lancé pendant le confinement, le tout premier confinement. Et à la surprise générale, ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est assez dur de monter un magazine en plein confinement. Mais on était super contents. Moi, j'y étais pas au début de l'aventure, je viens d'y arriver. Et là, on repart pour une deuxième session, une deuxième saison, pardon. Et on essaye d'ajouter à ce magazine papier une radio. Donc voilà, qui serait à peu près le deuxième étage de la fusée, si on peut dire. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que première étape cette année là qui vient de s'écouler, avec c'est quoi, 4 numéros, c'est ça qui sont sortis, 3 numéros. Là, on est en train de boucler le 4e numéro qui va sortir le 15 avril. Et on est en ce moment en pleine campagne pour la saison numéro 2 d'abonnement. Donc, à 5000 abonnements, on relance un magazine. Donc, on a un peu anticipé. Là, on y est bientôt en fin d'année. Là, on a bientôt 2 semaines. On va bientôt avoir les 5000 abonnements. Okay. Et à 10 000, on espère pouvoir rendre concrète le lancement de la radio qu'on a prévu le 6 mai, qu'on a anticipé pour le 6 mai prochain. Et est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi avoir choisi finalement de cette étape-là de radio pour accompagner la ligne éditoriale de So Good? Justement, c'est ce que je trouve intéressant. Alors, je vais peut-être, parce que c'est intéressant aussi que je fasse le parallèle avec Grande Contrôle rapidement. Je pense que ce qui nous rapproche, c'est en fait que l'un et l'autre, So Good, Grande Contrôle, dans notre ADN, on a depuis le départ en fait cette envie de partager les initiatives positives, ou en tout cas de mettre à l'honneur les acteurs du terrain qui à la fois font des choses pour faire changer et bouger les lignes, mais aussi nous donnent envie et nous montrent que c'est possible de s'engager, de s'investir et du coup d'agir à notre tour. On le fait So Good et Grande Contrôle, chacun parallèlement et un peu différemment. Nous, on est un lieu, donc forcément, ça passe beaucoup par de la programmation physique, par des rendez-vous, par des conférences, des rencontres, des ateliers, etc. Avant même d'ailleurs le média. Cela étant dit, quand on a ouvert Grande Contrôle Gare de Lyon, donc ça fait maintenant
bientôt 3 ans, ou plus même. C'était début 2018. Quand on a ouvert ici, on s'est dit il faut absolument qu'on lance un média en parallèle pour que, en fait, les initiatives positives que l'on présente à Grande Contrôle dans le cadre de la programmation puissent rayonner plus largement et puissent toucher un public plus large. Donc, en fait, on a tout de suite embrayé, je dirais, avec un studio de production de contenu et on a fait le choix des podcasts tout de suite parce que c'était aussi un engagement de notre part, c'est-à-dire que le format n'était pas anodin à l'époque. On tenait vraiment à ce format audio qui, pour nous, correspondait au fait de mettre en valeur des individus, pas forcément des experts, pas forcément des personnalités connues, mais il y avait cette notion à la fois un peu d'humain, d'humilité aussi, et de liberté d'expression, voilà, qui était vraiment dans le format podcast, qui était quelque chose qu'on souhaitait défendre. Après, on a développé ça progressivement en essayant toujours de faire ça en parallèle avec nos thématiques et notre programmation. Et aujourd'hui, on pourra en parler. On a une série de podcasts qui correspondent finalement à la ligne éditoriale du lieu, mais qui n'est pas forcément toujours copier-coller de ce qu'on programme. Et vous, j'ai l'impression que c'est un peu c'est pas passé tout à fait de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu d'abord un média associé à une communauté de gens, parce que je crois que ça, c'est hyper important chez So Good, cette communauté-là, sur laquelle vous reposez et que vous mettez beaucoup en valeur. Et puis, le projet des contenus audio, ça arrivait finalement plus tard. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a eu ce choix-là, ou en tout cas cette réflexion-là? C'est arrivé, je ne vais pas dire que c'est arrivé par hasard, mais tous nos projets historiquement à Sopress, et souvent, ils ont été montés sur une petite idée mise sur un bout de papier, une envie de quelqu'un, et qui finalement se dit pourquoi pas. Ce qui s'est passé quand Ulule est venu nous voir pour dire est-ce que vous voulez monter un média, on ne l'avait pas anticipé, ça nous l'a venu d'Ulule. On nous a proposé ça et on s'est dit pourquoi pas. Après que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave, mais en tout cas, il y avait une envie de faire quelque chose. Et sur la radio, on a en interne à Sopress un ancien de Radio Nova qui a eu une discussion, j'ai pas envie de dire une discussion de comptoir, mais un échange de titres musique pendant le confinement sur une playlist qu'on publiait chez Society. Donc une playlist du confinement, et ils ont discuté de musique tous les deux, et quasiment, on va dire comme une boutade, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on lancerait pas une petite radio pour So Good. Et puis finalement, c'est devenu sérieux cette histoire. C'était pas qu'une discussion posée sur un bout de papier ou entre deux verres. Et puis on s'est dit essayons tout simplement une autre façon de raconter les initiatives positives, en tout cas une autre façon par rapport à nous, parce qu'il y a évidemment d'autres podcasts sur d'autres flux audio ou d'autres contenus audio sur ce thème-là. Donc, nous, en plus, ça nous intéressait parce qu'on n'est pas à l'origine du tout issu du monde audio. On est de la presse écrite. Mais on aime bien les nouveaux exercices. Et donc, je pense qu'il y a deux envies qui se sont rencontrées une première fois. Et c'est vrai, ce serait trop bête de pas répéter ça d'une autre manière. Donc on s'est dit, lançons la radio. Et la seule contrainte qu'on s'est donnée, c'est qu'a priori, et même c'est sûr, la radio ne sera pas filmée, puisque c'est de la radio. Voilà. Vaste débat. Oui, mais on s'est dit que pour garder le sel audio, tout à l'heure, j'entendais parler de cocon, de la voix. Je pense que s'il faut que la radio, à mon avis, ça c'est personnel, mais ça reste ce média du cocon. Et donc, de pouvoir s'imaginer, que l'auditeur ou l'auditrice puisse s'imaginer qui est la voix qu'on entend. Pas forcément la voir, mais juste l'imaginer. J'aime bien le côté garder l'imagination, c'est pas mal, surtout dans une période où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans, et encore plus maintenant, puisque même par la force des choses, on doit avoir l'utilité de l'écran pour continuer notre vie à peu près normalement. Le média audio. Ça veut dire que pour toi, en fait, le choix justement du média audio, il correspond aussi
à cette volonté de partager des initiatives, de les mettre en valeur? Est-ce que c'est un média qui te semble plus adapté? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que chaque média a son utilité, mais il va être plus adapté d'une manière plus humaine ou plus incarnée pour mieux faire comprendre les initiatives que vous souhaitez diffuser, ou est-ce que c'est pas forcément ça, c'est plus une notion de temporalité? On parlait tout à l'heure, on écoutait la précédente intervention, et on parlait du temps que permettait aussi le podcast. Qu'est-ce qui peut finalement justifier d'utiliser ce format-là pour diffuser ces initiatives positives? Je pense, d'un point de vue plus général, je pense qu'il y a une appétence pour l'audio. Je remarque dans les usages quotidiens, même sur les applications genre WhatsApp, il y en a de plus en plus qui s'envoient des notes vocales, par exemple, plutôt que d'écrire. Donc, il y a plein d'usages où en fait on aime bien entendre plutôt maintenant que lire ou voir. Peut-être parce qu'il y avait un trop-plein de tout ça à un moment donné. Je pense qu'il y a une espèce de lame un peu globale comme ça. Et puis après, c'est le média audio, en tout cas nous concernant, vu que notre média écrit, il est tous les 3 mois, ça nous donnait une périodicité différente. Et donc, il y a des choses, par exemple, c'est tout bête, mais quand on publie tous les 3 mois, s'il y a une bonne histoire à raconter, mais qui arrive le lendemain du bouclage, on est peut-être trop. L'histoire, elle nous arrive un peu trop tôt pour le numéro suivant, mais trop tard pour le numéro qu'on vient de boucler. Donc, si on a un média radio, c'est peut-être un autre canal parfait pour parler et saisir au bon cette actualité-là. Et puis le média radio, c'est un média qui est vivant, donc qui vit de ce qui se passe au jour le jour. Donc je pense que c'était une manière différente de parler de toutes ces initiatives. Enfin, je parle à l'imparfait, ce sera une manière différente de parler de ces initiatives-là. Parce que c'est la frustration de toute la presse écrite du temps long, on va dire. C'est qu'il y a des choses qui nous arrivent, on se dit est-ce qu'elle n'arrive pas un peu trop tôt pour nos lecteurs quand on devra publier? Et puis la frustration de ça vient d'arriver, on vient de boucler. Ça nous arrive plein de fois sur les magazines de foot, sur Society. Society un peu moins parce que c'est toutes les 2 semaines, mais tout ce qui est mensuel, il y a des sujets, ça se prête pas trop en fait. Juste pour une histoire de périodicité. Et c'est là où on s'éloigne un peu du format podcast aussi, parce que finalement, vous allez pas mal utiliser le live, c'est ça qui est une ambition encore un peu différente, c'est-à-dire d'essayer d'être. Ouais, enfin, en fait, c'est vrai que je parle beaucoup de radio là, mais en fait, on sera un média un peu hybride entre la radio et le podcast. Donc, on aura a priori, ça va commencer par une session de direct par jour pendant toute la semaine. Parce on va commencer brique par brique, hein, comme un bon petit artisan. Et puis au fur et à mesure, on espérera mettre plus de tranches de direct. Mais pour l'instant, en gros, on aura, il est prévu, si tout se passe bien, si la campagne d'abonnement se passe bien, qu'on ait une session de direct tous les jours en fin de journée, 19 à 20 heures. Et puis ensuite, on passera à des formats plus podcast et dans la journée, on serait plutôt à diffuser de la musique avec quelques petites pastilles plus courtes, des pastilles parlées, voilà, des petites chroniques en chaque début d'heure. Pour l'instant, c'est le projet. Donc, c'est ce sur quoi on travaille. Ensuite, entre un projet et ensuite la concrétisation, souvent, comme on dit, il y a un monde, il y a un chemin. Et pour l'instant, le chemin, on l'a pas, on connaît pas encore la fin du chemin. Mais c'est ça qui est super. C'est super excitant. Et puis aussi, après aussi en podcast, on aimerait bien être une sorte de hub pour tous les podcasts qui sont sur ce thème-là. Donc, ce serait, si je tire le trait grossièrement, c'est que voilà, So Good aime tel contenu et on lui propose d'être diffusé sur le flux radio pour le coup. Et puis aussi de le rendre visible sur notre site qu'on va monter d'ailleurs sur toute la partie réécoute ou replay, si on veut le dire en anglais, mais toute la partie réécoute. Donc, voilà. Ça, on est en train de lister à peu près les contenus podcasts qui existent déjà et qui nous intéressent pour les rendre peut-être plus visibles s'ils en ont besoin ou s'ils n'en ont pas besoin et si eux ils sont d'accord pour venir chez nous en partie, allons-y, yallah.
Donc, c'est une forme de plateforme, en fait, qui va aussi permettre d'aller directement sur ce type de podcasts qui peuvent exister déjà. Est-ce qu'il y a aussi Nous, ce qu'on aime bien à Grande Contrôle quand on travaille sur des podcasts, c'est de permettre aussi à des porteurs de projets de venir développer des choses. Alors, ça rejoint aussi finalement les initiatives positives, parce que non seulement le podcast en lui-même peut parler d'initiatives positives, mais il peut aussi valoriser des porteurs de projets et leur permettre de réaliser leurs projets. Donc, nous, on a ce côté très, on va dire, tremplin, pas forcément incubateur, mais quand même, on a aussi des projets qui se sont créés en résidence à Grande Contrôle. Je pense à l'Émerveillement, qui est un projet justement sur l'écologie, avec un format assez original qui mêle fiction et réflexion scientifique et connaissances scientifiques. Nous, ça nous paraît vraiment... Enfin, le podcast, c'est aussi, à mon sens, un média qui permet aussi de révéler des nouveaux talents, donc de permettre d'explorer aussi des nouvelles narrations, des nouveaux formats, d'aborder des sujets qui sont peut-être pas forcément abordés dans d'autres médias plus classiques. Et donc, il y a vraiment ce rôle d'identifier des talents, de permettre à certains talents de faire des choses. On fait énormément de choses en coproduction. On a fait aussi des appels à projets dans le cadre de l'été du podcast. On va réitérer des appels à projets cette année sur plusieurs opérations. Est-ce que ça, c'est des choses aussi sur lesquelles vous réfléchissez, ou d'aller chercher des nouveaux talents? Oui, parce dans le magazine So Good papier, donc on a des pages, on a une douzaine sur chaque magazine, on met en avant 12 projets. Et après, au-delà de ces projets-là qu'on met en avant, dans le cœur du magazine, on développe sur des reportages, sur des portraits, sur des interviews, d'autres personnalités ou d'autres personnes anonymes ou pas d'ailleurs qui s'embarquent dans des belles histoires. Et à la radio et en podcast, on aimerait beaucoup faire quelque chose qui ressemblerait un peu à un droit de suite, voir où ils en sont. Parce que les premières personnes qu'on est allé voir pour le premier numéro qui est sorti donc en printemps dernier, un an après, peut-être que les choses ont changé, les choses ont peut-être évolué positivement, négativement, peut-être qu'ils ont d'autres projets nouveaux. Enfin voilà, essayer de voir dans le temps ce que leur première idée a donné. Donc, on a prévu de leur redonner la parole de ce point de vue-là. Et puis ensuite, tous les personnes à qui on n'a pas encore parlé et qui ne sont pas encore dans le magazine, évidemment qu'on les fera venir dans l'émission quotidienne, soit en tant qu'invité, soit pour une petite interview. Ça va se faire au coup par coup, en fait, en fonction des projets. De toute façon, on en voit plein des projets qui fleurissent. C'est ça qui est super, en fait. Donc, à la limite, il y a presque des fois que seul embarras qu'on a, c'est le choix, quoi. Donc, tant mieux. Mais il y aura de la place, comme il peut y avoir de la place, en fait, sur plein de médias différents. Voilà, l'audio, il y a des newsletters aussi qui, des fois, peuvent permettre de faire parler de ces personnes-là. Mais on ne se privera pas de créer des ponts entre tous nos différents supports pour aussi que l'histoire qu'on raconte, elle puisse aussi être racontée à travers nos différents supports. Qu'ils puissent vivre et à l'écrit, donc par la lecture pour le lecteur, ou à l'audio. Comme ça, après, ça laissera les gens imaginer un peu qui sont ces personnes-là. Ça, c'est un point aussi très, très intéressant, c'est-à-dire ce format audio qui vient en complémentarité avec d'autres formats. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'un podcast va être accompagné par de l'écrit, par de la vidéo, par de la photo, par un événement, etc. Et je pense que ça, c'est aussi un stade de maturité. En fait, on a passé un stade de maturité sur ce format audio qui est vachement intéressant, surtout, encore une fois, si on revient sur notre sujet qui est de mettre en avant des initiatives positives, c'est qu'en fait, on peut décliner ces initiatives de plusieurs manières et que le podcast vient en support.
Et là aussi, j'ai envie de parler d'un podcast qu'on a depuis un petit moment sur la bière. Je reviens sur la bière, finalement, ça doit être l'heure aussi, et Grand Contrôle. Mais on a un podcast qui s'appelle La Brasse et qui existe depuis le début aussi, qui a plusieurs saisons à son actif. Et en fait, donc on n'est pas forcément sur les initiatives positives à l'origine, sauf que pendant le confinement, saison 2, 3, sur les initiatives positives portées par les brasseurs. Et on s'est rendu compte que dans toute la France, on avait des gens dans la profession de la brasserie artisanale qui étaient en train de mettre en place des réseaux de solidarité, qui étaient en train d'inventer des nouvelles manières de fabriquer leurs produits, qui étaient en train de réfléchir aussi beaucoup sur des dimensions d'écologie, etc. Et finalement, c'est assez marrant de voir les ponts qu'il y a entre des sujets qu'on traite à Grande Contrôle, qui font partie de l'ADN de Grande Contrôle, qui se retrouvent dans le podcast et qu'on espère, quand le lieu va pouvoir réouvrir, se retrouveront à nouveau sous forme d'événements ici. Et cette complémentarité entre les médias sur la valorisation de ces initiatives, elle est vraiment, vraiment importante chez nous, quoi. Donc, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer d'ailleurs sur cette complémentarité de format. Donc j'espère que le retour un peu à la vraie vie va nous permettre de creuser encore plus ces sujets-là. Pour l'instant, on invente une vie provisoire, temporaire, mais j'ai quand même bon espoir que ça reprenne un jour. Entre parenthèses. J'espère. Si je regarde l'horloge, parce que j'ai des gens derrière nous qui sont les maîtres de l'horloge, je crois on est dans les temps, on a un petit peu dépassé notre timing initial. Je vais moi aussi appeler Laura 3 fois. Laura. Je descends à chaque fois de grade dans mon pouf. Merci Mathilde et Ronan. J'invite le public d'ailleurs, s'il a des questions, parce qu'on est quand même dans les temps, t'inquiète pas Mathilde, à les poser aussi bien sur le webinaire Zoom que sur Facebook Live. Moi j'en ai une, encore une fois. Comment est-ce que vous percevez tous les deux la capacité du podcast à réellement soulever une communauté? C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez le voir, cette mobilisation ou cet impact-là auprès des publics? Ronan, tu veux... Comment est-ce qu'on peut la... J'avoue que je ne sais pas trop quoi y répondre parce que je débarque vraiment sur le média audio. Parce que je suis vraiment issu de la presse écrite. Donc, savoir comment, j'imagine qu'il y a par le nombre d'écoutes, évidemment. Mais j'ai pas encore, en plus, on est en train de se créer, donc je n'ai pas encore les interactions avec la communauté et voir comment elle peut se soulever ou comment elle peut interagir avec nous. Peut-être que déjà le fait que vous soyez à 88% sur votre campagne de crowdfunding est significatif de cet impact déjà. Oui, oui, c'est vrai, c'est juste. Il vous reste que 22 jours, mais c'est quand même pas mal et vous avez déjà les 3/4 de l'objectif, quoi. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et puis ça montre que le lancement de la première année pendant le premier confinement, c'était pas juste un palliatif au confinement, peut-être. Je pense que les gens ont commencé à intégrer ça dans leur vie. Moi, je parle pour mon cas personnel, hein, j'étais un nul en initiative positive. J'étais pas un méchant, mais ça me dépassait un peu. J'ai l'impression que ça m'appartenait pas. Je crois que tout le monde a pris un peu sa part, en fait, depuis un an. Même les plus nuls comme moi. Et donc, sans doute, ont voulu passer d'une certaine manière, chacun à son échelle, à l'action. Alors, c'est un grand mot, mais je sais pas, Mathilde, de ce que tu en dis, tu as sans doute plus de recul que moi là-dessus, je pense. Moi, je vais pas reparler de la communauté sur les podcasts, notamment les podcasts natifs, où on sait que c'est vraiment la communauté qui porte le podcast le plus souvent. Mais ce que je trouve très intéressant sur nos sujets, c'est que finalement, le podcast, grâce à sa communauté, grâce à la communauté
qui réussit à rassembler derrière lui, peut avoir un impact aussi sur les comportements des gens, parce que cette communauté, elle va se mettre à finalement peut-être agir différemment. Et c'est un peu ce que tu dis toi-même quand tu dis, voilà, j'étais pas parfait et je le suis toujours pas, mais le fait d'être confronté à ces sujets et de commencer vraiment à y travailler et à y adhérer, du coup, va te faire bouger peut-être beaucoup plus vite. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans le domaine de communauté derrière un podcast, c'est que finalement, c'est aussi une montée en puissance, enfin, c'est l'empowerment pour prendre un terme anglo-saxon, mais des auditeurs, quoi. C'est-à-dire que finalement, le podcast donne les clés et donne l'énergie pour passer à l'action. Donc, et ça peut se faire aussi, enfin, la communauté accélère ce principe-là, voilà, ça. C'est-à-dire que je sais que derrière, et je suis pas tout seul à écouter ce podcast, il y a tout un tas de gens qui partagent les mêmes questionnements, etc. Et on voit aussi d'ailleurs autour de podcasts se monter des forums, se monter des groupes de conversation, des WhatsApp, des machins, qui font que du coup les gens poursuivent les thématiques après, quoi. Et ça, c'est génial. Merci Mathilde. Et merci Ronan. On a terminé cette masterclass. Elle était bien inédite, Mathilde, j'insiste. On va terminer cette soirée avec Esther Meunier qui va nous rejoindre, qui a préparé une masterclass pour connaître les voix plurielles qui font bouger les lignes. Esther, à toi l'honneur. Merci beaucoup Laura. J'ai une prise de parole de 15 minutes donc pour parler un peu de ce sujet-là. Déjà, donc voilà, je suis Esther Meunier, je suis une des coproductrices, co-hôtes du podcast Activiste avec Clémence Bodoc. Donc, ce qu'on voulait nous d'abord avec ce podcast, en fait, c'est que on voulait vraiment montrer que la politique, c'est partout et que c'est à tout le monde. C'est valable pour tous les sujets. On entend de plus en plus que la politique, enfin que l'intime est politique. C'est valable aussi pour l'écologie. L'écologie, c'est de la politique. Donc, c'était forcément important pour nous de donner la parole à celles qui incarnent cette écologie, qui la portent dans le débat public. Plus précisément, les raisons pour leur tendre le micro, elles sont forcément multiples. Je voudrais commencer par parler peut-être de pédagogie engagée. Moi, si ça me tient à cœur, en fait, j'ai même pas contextualisé qu'est-ce qu'on fait sur Activiste pour les gens qui n'écouteraient pas. Sur Activiste, on reçoit en fait des activistes sur plein de sujets. Donc là, on va parler de ceux qu'on reçoit sur le sujet de l'écologie, mais sur plein de sujets pour retracer à la fois leur parcours et vraiment leur donner la parole sur leur combat, leur sujet précis. Et donc, une des raisons pour leur tendre le micro, c'est qu'ils sont capables de vulgariser des sujets très complexes. On va pas se mentir, les sujets liés à l'environnement, souvent, c'est quand même des choses assez scientifiques. Si on n'a pas fait un bac S ou des études en biologie, c'est pas toujours hyper accessible. Et en fait, les personnes qui s'engagent sur le thème de l'environnement, généralement, leur premier pas vers cet engagement, ça a été de se documenter énormément sur ce sujet-là, en fait, vraiment de se nourrir de plein de lectures, de documentaires, pour devenir quelque part des experts, mais des experts qui sont restés capables de rendre leur savoir appropriable par tout le monde. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles on invite ces personnes sur Activiste. Je pense, par exemple, dernièrement, parce que je vais essayer de distiller aussi un peu certaines des voix qu'on a reçues sur le podcast depuis sa création. Dernièrement, on a reçu Sendo de L'Arbre qui pousse. Lui, il a un parcours un peu particulier. Enfin, il a, disons, un profil... il est à la fois artiste, donc danseur, slammer, rappeur et entrepreneur. Il a fait aussi, il a pas mal bossé sur le sujet de la gestion des déchets, etc. Et par exemple, moi, un truc que j'ai appris dans l'épisode que j'ai fait avec lui, c'est que quand on nous vend des vêtements recyclés, souvent, ils sont recyclables, mais pas forcément recyclés. C'est-à-dire qu'en théorie, on a utilisé des matières pour lesquels ce serait possible, mais on n'a pas mis en place la bonne boucle pour rendre ça concret. Donc voilà, c'est des choses comme ça où
quand on n'est pas sensibilisé au sujet, en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a ce genre de subtilité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces personnes qui puissent nous expliquer des sujets parfois complexes avec vraiment les termes scientifiques, mais du coup pas scientifiques pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Et puis toujours sur ce thème de la pédagogie, c'est aussi important de montrer que la lutte pour l'environnement, elle peut prendre plein de formes différentes. Vraiment, il y a parmi les profils qu'on a reçus, il y a tellement de personnes qui se battent alors sur des sujets qui se croisent parfois, pas toujours, et avec des méthodes très variées aussi. Je pense que si on les mettait tous dans la même pièce, ils seraient même pas forcément tous et toutes d'accord sur certains de ces sujets-là, mais c'est aussi ça qui fait la richesse, à mon avis, de ces multiples épisodes. Et même, enfin, je pense qu'il y aurait quand même. Je pense que ces échanges-là, en fait, peuvent se nourrir. Je sais pas, moi, quand j'entends Eva Les Petits Plats, puis Canoubis, puis Sandrine Rousseau, qui ont chacune une manière différente de se battre sur leur sujet, bah, en fait, je trouve ça hyper important et je trouve que chacune, à leur manière, elle m'apporte quelque chose. Donc voilà, ces modèles sont variables et ça m'amène à mon deuxième point, le fait qu'en fait, on a tendance à beaucoup laisser l'écologie aux partis et en fait, aux partis politiques, je veux dire, et en fait, c'est important de pas le faire. Et les personnes qu'on invite, elles ont ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la politique et l'écologie aux partis politiques parce qu'ils sont souvent pas assez ambitieux ou ils comprennent pas les enjeux, l'urgence de la situation. On a un gouvernement en ce moment, sur la première table ronde, on a parlé rapidement de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a un projet de loi qui est en train de passer sur ce sujet en ce moment. Un gouvernement qui a sollicité des citoyens pour se renseigner et pour décider, proposer des mesures sur un sujet et qui est en train de passer un projet de loi qui est bien moins ambitieux que ce qui avait été imaginé par cette convention. Donc en fait, c'est important. On a reçu sur cette convention citoyenne Mathilde Dimer qui a participé à l'organisation et elle nous avait dit justement il faudra être capable de mettre la pression sur le gouvernement au bon moment, au moment justement où ce projet de loi passera. Là justement, il y a des mobilisations d'ailleurs qui s'organisent au fil du mois de mars. Mais je pense que vraiment, c'est ce qui fait la force aussi de ces activistes, c'est qu'ils sont là capables de dire qu'on ne peut pas s'en remettre à eux. Et aussi parce qu'ils ont en fait, donc cette volonté de montrer en fait ce double discours sur le fait que chacun peut faire sa part, mais surtout qu'il faut être capable de demander des comptes à ses ministres et ses députés, etc. Donc ils sont tout à fait capables de nous dire voilà, il faut manger plus végétal, il faut faire attention, on prend notre électricité, on vote à chaque fois qu'on passe en caisse. Donc voilà, c'est ce truc des petits pas et en même temps, ça suffit pas et il faut demander des comptes. Et en fait, s'ils sont capables de faire ça, si les personnes qu'on reçoit en sont capables, c'est parce qu'elles ont une analyse complexe de la situation. C'est-à-dire que la crise climatique qu'on traverse, elle est l'intersection de multiples combats, de multiples combats. C'est-à-dire qu'elle prend ses racines dans différents systèmes que sont par exemple le capitalisme, donc la nécessité d'accumuler des richesses, peu importe les conséquences. Là vraiment dernièrement on a reçu 2 jeunes de Youth for Climate, Andrea et Zélie, et vraiment je les remercie parce que c'était impressionnant de les entendre s'exprimer sur ce sujet-là. Ils sont au lycée et ils sont tout à fait capables de vous dire voilà, nous on a créé un mouvement écologiste et il est aussi antilibéraliste et anticapitaliste et voilà pourquoi, et c'est ultra important. Cette crise, elle prend aussi ses racines dans le colonialisme, donc l'exploitation de la terre et des autres pour son propre intérêt. Là encore, on a toute une panoplie d'invités qui ont été capables d'articuler ces sujets et de nous les présenter. Et moi, vraiment, je les remercie parce que je pense que j'en avais très peu conscience avant de leur tendre le micro. Je pense par exemple à Canoubis qui se bat beaucoup sur le sujet du chlordécone. Donc, il y a un pesticide qui a été massivement utilisé aux Antilles, notamment en Martinique où elle se bat Canoubis, et où en fait, ça a pollué la terre, mais on parle de centaines d'années, on parle de 700 ans de pollution, si rien n'est fait en tout cas.
Elle a été capable de nous expliquer voilà ce combat qu'elle mène, de nous faire comprendre que même si ça peut nous sembler loin quand on n'a jamais mis les pieds en Martinique, en fait ça nous concerne aussi. Il y a Cadie Éléonore Jeannès qui a été capable de nous expliquer tout son combat contre l'industrie minière, notamment en Guyane. Voilà, sa lutte pour les terres et l'Amazonie et les peuples qui vivent en Amazonie. On a Trandonia qui, sur un sujet corollaire, elle a assigné en justice Dow Chemicals et Monsanto, entre autres, parmi d'autres firmes agrochimiques qui ont en fait participé à la production de l'agent orange, qui est un défoliant, donc un herbicide qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam et qui a, pareil, pollué les terres du Vietnam. Et en fait, c'est le premier écocide de l'histoire. Donc, il y a son procès, un volet de son procès qui s'est déroulé récemment et elle est venue nous en parler sur le podcast. Voilà, je pense que c'est très important de pouvoir montrer ces racines-là, ces liens-là, les liens aussi avec le patriarcat, de la crise environnementale, c'est-à-dire qu'on a rangé les femmes dans la catégorie procréation et nature, et du coup on peut les utiliser de la même manière, comme si c'était ok d'utiliser la nature mais aussi les femmes comme ça. Là encore, on a plusieurs personnes qui sont venues nous parler d'écoféminisme sur Activiste. On a Magali Payen qui a beaucoup évoqué Françoise Lebonne, qui est une des penseuses phares du mouvement écoféministe. On a Sandrine Rousseau, donc, que j'ai rapidement abordé tout à l'heure, qui en fait aujourd'hui est candidate à la présidentielle de 2022 et qui veut incarner cet écoféminisme. Donc voilà, tout ça, ça nous permet en fait de mêler toutes ces différentes perspectives. Ça nous permet d'arriver aussi à la conclusion que les personnes les plus touchées par cette crise environnementale, ce sont aussi celles qui sont rendues les plus vulnérables par les systèmes de domination qu'on vient de citer, que sont le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat. Jérémy des stories de Jérémy Golden J sur Insta aurait pu vous expliquer ce soir. Vraiment, je regrette qu'il soit pas là parce qu'il le ferait mieux que moi, je pense, ce qu'est le racisme environnemental. Parce que dans son épisode, il nous explique par exemple que l'asthme est très élevé chez des populations qui vivent en bordure des autoroutes, qui sont généralement en fait des populations pauvres et racisées. On pourrait parler aussi des déplacés climatiques. Enfin voilà, il y a de multiples exemples, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'entendre des gens qui s'engagent, ça permet vraiment de se rendre compte de pourquoi c'est important en fait, pourquoi on se bat et pas juste parce que vite fait, il faudrait éteindre la lumière. Enfin, en fait, c'est vraiment à l'intersection de multiples combats et avoir cette multiplicité de perspectives, ça permet de réaliser ça. Ça permet aussi, éventuellement, de passer à l'action. Et c'est ça, en fait, qui est important, d'inspirer des auditrices à devenir des actrices. Voilà, donc que ce soit en se renseignant eux-mêmes, en changeant de regard sur le sujet, que ce soit en rejoignant des initiatives. Moi, ça me fait toujours ultra plaisir quand je reçois des messages de personnes qui me disent après avoir écouté votre épisode, par exemple, sur Wings of the Ocean avec Julien Vosnitza. Donc, Wings of the Ocean, c'est une organisation qui a été créée par Julien pour dépolluer les océans, avec tout un système qui est basé sur des voiliers, etc. Donc, il y a déjà un bateau qui s'appelle le Kraken. Et il m'est arrivé de recevoir des messages de personnes qui me disaient, après avoir écouté Activiste et son interview, en fait, je me suis engagée sur le Kraken pour 2 semaines, voilà. Enfin, franchement, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est tout l'objectif de ce podcast, c'est de redonner les outils pour que les personnes se sentent aptes à s'engager. Donc voilà, je pense vraiment qu'on a réussi à en faire finalement une sorte de boîte à outils en compilant tous ces parcours, une sorte de répertoire de l'action politique, quelque part. Et j'espère d'ailleurs que certaines personnes se disent « Ok, moi je vais carrément créer mon truc, pas nécessairement le rejoindre, mais juste j'ai identifié un problème, j'ai identifié des moyens d'action, voilà, je vais les mettre en œuvre. » Vraiment, c'est tout ce qu'on attend, quoi. Et puis il reste quand même un truc hyper important à mes yeux, qui est le fait que c'est important de pouvoir garder espoir et de pas se réfugier dans le fatalisme. Et c'est aussi pour ça qu'on donne la parole à tous ces activistes sur le sujet de l'environnement, parce que on l'a déjà dit plus tôt dans la soirée, mais franchement la période elle est ultra propice au découragement. Elle l'était avant la crise sanitaire, c'est vraiment pire depuis.
Et ce serait facile, en fait, de se dire, bah, de toute façon, perdu pour perdu, ok, j'abandonne, je vis ma vie sans prendre en considération ces questions environnementales. Mais en fait, en donnant la parole à toutes ces personnes-là, je pense qu'on permet d'apercevoir des portes de sortie, une sorte de lumière au bout du tunnel. Enfin, je pense par exemple à Ophélie, ta mère nature, qui est une agricultrice urbaine, qui s'est reconvertie. En fait, elle bossait dans la com, elle est devenue agricultrice urbaine, elle fait énormément de sensibilisation, elle a une chaîne YouTube où elle parle de ses actions pour reverdir la ville. C'est vraiment passionnant tout ce qu'elle raconte et ça fait partie des portes de sortie qu'on a été capable de proposer sur Activiste grâce à elle. En fait, enfin, c'est elle qui propose ça et nous, on donne une autre petite plateforme pour entendre son parcours et comment elle en est arrivée là. C'est aussi garder à l'esprit que c'est possible de militer dans la joie sur ce sujet-là. Parce qu'on a tendance à s'imaginer que militer, c'est forcément déprimant, en fait. Comme on est sur des trucs où on se bat et que c'est difficile et qu'il y a beaucoup d'obstacles et que les résultats sont rares et vraiment compliqués à obtenir, on a l'impression que c'est forcément triste. Mais en fait, pas forcément. Le militantisme, pour beaucoup de gens, ça apporte énormément, en fait, et ça permet justement souvent de dépasser ce sentiment de désespoir. Sendo, dont je parlais au départ, donc l'arbre qui pousse, lui-même, il se décrit comme un activiste de la joie. Donc bien sûr, quand on fait de l'art, etc., c'est quelque chose aussi qui permet de se reposer sur la beauté de l'art. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est possible, en tout cas, de faire ça dans la bonne humeur et sur la table ronde plutôt dans la soirée, on parlait des initiatives positives et de comment les partager. Je pense vraiment que affirmer qu'on peut changer les choses sans sombrer dans la dépression, globalement, c'est important aussi. Et c'est une question que je pose à la fin de chacun des épisodes d'Activiste, de comment vous faites face au découragement. Et je suis vraiment ravie à chaque fois de découvrir que nos invités ont tous des ressources. Ça ne veut pas dire qu'ils ont jamais un sentiment de découragement, mais en tout cas qu'ils sont toujours capables de le dépasser et de remonter au combat, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est toutes les raisons pour lesquelles c'est important de donner la parole à celles et ceux qui façonnent l'écologie de demain, le monde de demain. Voilà. Est-ce que moi ici, il faut que je réinvoque Laura à 3 fois? Merci beaucoup, Esther. Que j'ai à la réinvoquer. Merci, vraiment, c'est une mine d'or d'informations, ce que tu viens de nous transmettre là pendant 15 minutes. J'espère que les personnes qui sont avec nous ont pris des notes surtout, même si de toute façon cette conférence elle va être diffusée sur YouTube. Mais vraiment, merci infiniment Esther, c'est un travail énorme. C'est surtout les personnes que j'ai reçues en fait qui m'ont apporté toutes ces informations-là. Enfin, moi honnêtement, j'ai appris d'eux en fait, j'ai appris d'elles et d'eux et c'est vraiment chez elles et chez eux dans leurs initiatives. Il y en a énormément qui font beaucoup de vulgarisation, y compris sur les réseaux sociaux. Voilà, enfin, il faut aller voir ce que font ces gens-là en fait. Bien sûr. Et on n'y manquera pas, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de personnes comme toi qui les récoltent et qui les diffusent pour qu'elles soient entendues par tout le monde. On n'a pas de. J'invite le public s'il a des questions à en poser. Moi, j'en ai une particulièrement parce que tu expliques que voilà, ces personnes, ces personnalités-là contribuent à changer le monde et à avoir un impact. Et on parlait dans la masterclass d'avant du fait de comment est-ce qu'on arrive à créer un impact avec ces voix. Et moi, la question que j'aurais, c'est est-ce que dans toutes ces personnalités que tu as rencontrées, et j'imagine que le choix va être dur, il y a un moment en particulier, peut-être c'est mieux de dire un moment, où tu as vraiment eu un impact, même si j'imagine que tu dois en avoir tous les jours, mais où tu t'es vraiment dit, ah ok, je vais faire ça, ou ok, j'avais jamais envisagé ça, et maintenant ça va changer des choses en moi, et du coup pour les autres. À mon niveau, ou changer des choses pour moi, ou si je me rends compte que j'ai eu cette impression pour non, à ton niveau, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que en général, quand il y a des choses qui changent en nous, on les diffuse après naturellement aussi à notre entourage. Moi, vraiment, j'ai fait 3 épisodes avec 3 personnes dont j'ai vraiment beaucoup appris ces derniers mois, qui sont donc Jérémy, que j'ai abordé un petit peu, Canubis également, Canel.
et Annabelle qui a une chaîne YouTube IM YouTube. Et vraiment, en fait, j'ai fait un épisode avec chacune de ces personnes-là, mais toutes les trois, elles sont en train de réaliser un documentaire sur cette thématique du chlordécone en Martinique. Et en fait, c'était des questions dont j'avais vaguement conscience, mais vraiment pas suffisamment, pas racontées par des personnes qui le vivaient dans leur chair. Et me retrouver avec ces discours-là, je pense que ça a changé quelque chose en moi. Et je pense que ils se sont pas exprimés, ils et elles se sont pas exprimés que sur Activist. Il y a aussi d'autres plateformes qui leur ont permis, les leurs d'abord. Enfin, je veux dire, Annabelle, elle a une chaîne YouTube, elle a je sais plus combien d'abonnés, mais c'est assez faramineux. Même Jérémy, son compte Insta, c'est assez colossal. Et vraiment, à travers leurs propres plateformes, qui sont celles à travers lesquelles moi je les ai découvertes, hein, et je pense leur prise de parole dans d'autres médias, c'est un sujet en tout cas que j'ai eu l'impression de voir émerger cette dernière année et qui, je pense, avait été assez négligé. Ouais, vraiment, je pense que c'est important de donner la parole aux personnes racisées sur ce sujet-là. Et clairement, moi, ce que j'ai appris de ces personnes, en tout cas, si je dois citer un truc, c'est peut-être ça. Merci Esther. Vraiment, merci infiniment. Ce qui est génial, c'est que vu que c'est enregistré, eh bien, on va pouvoir réécouter cela, parce que je pense que ça s'écoute plusieurs fois, tout ce que tu viens de nous dire pour bien noter et surtout suivre ces voix dont tu as parlé. Je vous remercie infiniment à tous et à toutes d'avoir partagé avec nous cette soirée. J'espère que ça vous aura donné du courage pour affronter cette période difficile, que ça vous aura aussi suscité beaucoup d'espoir pour le monde d'après qui parfois n'est pas très réjouissant. Surtout, prenez soin de vous et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle soirée. À très bientôt.